Mais ça a pris dans la chaudière, tu sais qu'il y avait dans mon bureau là-bas. Ah ouais. Je pense que c'est ça et c'est Mais parti elle tout de marchait? suite. Ben, elle marchait, oui, ils avaient la coupée aujourd'hui. On le met dehors. On en amène un deuxième parce que là il commence à être plein. On va partir chercher un autre. On fait venir 2 pompiers, on le fait sortir. Voilà. Après, quand on aura pu sortir. On peut y aller par là? Non, là-bas, tu peux pas rentrer, c'est pas ça. On peut y aller là? Non, 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 non. Il est monté dans la voiture. Tu te rends compte? Oh là 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 là. À partir de l'invention du cinéma, donc les frères Lumière, 1895, immédiatement, on a une exploitation qui se met en place par des gens qui sont itinérants, avec un matériel souvent encombrant et qui utilisent des locaux déjà existants, comme les salles des fêtes. Ensuite, les salles des fêtes sont plus ou moins disponibles, il y a des gens qui s'installent, et puis des grosses sociétés comme Pathé, qui elles-mêmes font également la projection dans les salles des fêtes. Et ensuite, on assiste au développement des vraies salles. C'est-à-dire la première ici, c'est l'Avenir de Saint-Junien. L'Avenir, c'est une société musicale. Immédiatement, l'utilisation se fait à la fois en musique et à la fois avec la projection de cinéma. Alors ça, on arrive autour des années 1914. La Bourse du Travail n'existe pas, il y a un seul cinéma à Saint-Junien, qui devient ensuite le Capitole, puis le Rio. Et maintenant, la Bourse reste seule. Dès la fin du 19e siècle, 1896, les ouvriers avaient demandé, les syndicats ouvriers avaient demandé que soit construite à Saint-Junien une Bourse du Travail. Et ils ont renouvelé leur demande plusieurs fois. Il a fallu attendre que Joseph Lavergnat soit maire de Saint-Junien en 1919 pour que ce projet soit pris en compte. Et donc, la Bourse du Travail a été inaugurée le 1er mai 1926. Et la date du 1er mai est symbolique puisque cela correspond à la fête du travail et la fête des ouvriers. Après la foire, qui finissait vers 2h30, 3h, et alors on allait à la Bourse pour finir la soirée pour danser.
On s'amusait davantage parce qu'il y avait les balles. On allait au bal. Alors ça nous sortait. Moi j'aimais bien danser, j'allais beaucoup au bal. C'était les valses que je préférais. Parce que j'adorais faire la valse. Et mon mari était un bon valseur. La salle elle-même était dédiée à la fois aux réunions syndicales, politiques et aux activités culturelles. Et en cela, il y avait une étroite collaboration entre l'Union syndicale ouvrière et la municipalité de Saint-Junien. Le souci de l'Union syndicale ouvrière, c'était de mettre le sport et la culture à la portée de tous, ouvriers et enfants d'ouvriers. Et c'est pourquoi, dès le début, dès 1926, fut installée dans la Bourse du Travail une bibliothèque qui était ouverte, je crois, le dimanche matin, et la salle du cinéma, donc pour mettre le cinéma à la portée de tous. La Bourse, elle est inaugurée en 1926. C'est une salle qui n'est pas vraiment faite pour faire le cinéma au départ, qui en fait est utilisée très rapidement également. L'année d'après, elle s'occupe de projection de cinéma, alors qu'en fait, c'était fait pour les meetings, c'était fait pour les rencontres, en fait, qu'elles soient musicales ou autres. Alors cette utilisation a toujours été double. Il y a toujours eu à la fois des meetings politiques, des réunions syndicales, puisque les syndicats avaient leur siège, les syndicats CGT avaient son siège à l'intérieur de la Bourse du Travail. Ça, c'était une réunion des... vu les personnes qui sont dessus, puisque j'en connais quelques-unes, c'était une réunion de gantières. Et l'orateur était monsieur, un responsable syndical qui venait de Paris. Et ça se passait à la Bourse, donc oui, parce que là on voit bien que c'est dans... Enfin, pour ceux qui ont connu la grande salle, c'est bien là que ça se passait. Oui, c'était d'abord le meeting et le film ou un spectacle, danse ou théâtre, mais après les grands discours. Ils enlevaient les chaises, puis voilà, ils faisaient le bal comme ça. D'ailleurs, c'était pas toujours bien du pratique, parce qu'on avait les poteaux qui nous gênaient pour danser. Les petits jouaient, les grands dansaient, enfin, c'était assez sympathique aussi. Tout ça, alors c'était soit l'une, soit l'autre. Ça pouvait être à la Bourse comme à l'Avenir, et pas forcément en fonction de ce qu'on pensait des uns ou des autres. C'était suivant les salles libres, bien souvent. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il y avait les riches et les pauvres. À la Bourse, c'était les pauvres. Et oui, parce qu'on n'avait pas les toilettes comme certains avaient. On n'osait pas sortir parce qu'on n'avait pas... Nos habits n'étaient pas bien beaux à côté d'eux. Moi, je pense que les gens pensaient qu'il y avait le cinéma pour les ouvriers et puis le cinéma pour la bourgeoisie. Et chacun restait dans son camp et ne fréquentait pas l'autre cinéma. Ils ne pouvaient pas éviter de voir le blason qui était au-dessus de la scène et qui représentait la faucille et le marteau et qui était daté 1er mai 1926. Le cinéma de l'Avenir, voyant la concurrence arriver, investit pour faire le cinéma parlant. Et donc en 1931, on a déjà le cinéma parlant. Alors après, la Bourse, en réaction, bien sûr, est obligée de s'équiper, et ça s'équipe très rapidement parce que ça va très vite, sinon on n'a plus les clients. C'est exactement comme il y avait tout à fait au départ, où on a eu des matériels qui permettaient de projeter les films en arrière. Les gens se précipitaient dans les salles parce que l'exploitant avait le matériel qui pouvait faire de la reverse. Ce qui fait qu'on voyait les gens sauter dans le vide, etc., enfin marcher à l'envers, et tout ça. Ça, c'était très drôle aussi. Alors, je m'en rappelle quand il avait joué Tino Rossi dans Destin, qu'il avait joué avec son petit. Oh, c'était bien beau. Il y avait des petits courts-métrages qui étaient en début de séance. Ensuite, il y avait les actualités. Elles sont tout à fait intéressantes, parce que bien sûr, on voit l'ambiance de l'époque maintenant. Et après, il y avait le grand film, en fait. Il y avait le grand film. Alors, quand c'était des grands films en deux parties, il y avait deux soirées de suite. Et je m'en rappelle, là, quand on avait été joué Samson et Dalida, et qu'il n'y avait plus de place, on était obligé d'être tout à fait devant, parce que c'était archi plein. La grande salle de la Bourse était étonnante parce qu'elle avait été faite à 1000 places au départ, 2 fois 500, 500 en bas,
vaguement utilisable, 450 utilisables, parce que les bas-côtés, on avait le dessus des balcons, c'était pas terrible. Et sur les balcons, par contre, à part le premier rang, balcons latéraux, on voyait rien du tout. On voyait une diagonale du film. Et les balcons de face étaient très bien, par contre un peu éloignés. Donc, mais avec les grands écrans, après ça s'est bien amélioré, quoi. C'était une très très belle salle, la salle de la Bourse. Comme les fauteuils, c'était des fauteuils basculants à clap, ils étaient par série, ce qui fait que quand ils avaient été installés, ils avaient été installés en longueur. Enfin, ils traversaient la totalité. Je me souviens surtout des chaises basculantes qui permettaient la convivialité totale. C'est-à-dire que les voisins qui bougeaient faisaient bouger toute la travée. Alors quand on est allé voir Michel Strogoff ou des films d'action où il y avait des chevauchés, automatiquement on se retrouvait avec toute une banquette qui bougeait au rythme de la chevauchée à l'écran. C'était bien. Mais ce qui était beaucoup plus sympathique, dès qu'on arrivait à 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'était les balcons. J'ai le souvenir du bazar infernal des balcons, mais ça, c'était pas les chevaux. C'était pas les chevaux. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans les balcons, des jeunes, c'était rigolo. Et puis l'avantage, c'est que depuis le haut, on pouvait lancer les bâtons de chocolat glacé, les étuis, tout ça sur ceux du bas. Alors il y a des fois, moi j'ai vu fréquemment arrêter les séances pour remettre de l'ordre. Ça, c'est arrivé. En plus, c'était sympa, il y avait les copains. Bon, ça, c'est rigolo. Puis à la Bourse en particulier, il y avait beaucoup de place. Ce qui fait que même si on ne voyait pas le film, on faisait autre chose. C'était pas un problème. On louait les places à l'époque. C'est-à-dire que quand on entrait, je veux 2 places, vous êtes combien de 2? On faisait 2 croix dans 2 places, ça vous va, oui pour les jambes, pas pour les jambes, enfin bref. Et ceux qui arrivaient derrière, ils prenaient celle qui était libre, c'est-à-dire là où il n'y avait pas les croix dans le plan de la salle. Et le fauteuil 47 était en plein milieu, il était derrière une colonne, ce qui fait qu'on avait la colonne de fond entre les jambes. Alors, c'était pas très confortable. Et alors, Monsieur Puy-Grenier, qui lui à l'époque gérait le cinéma, avait trouvé astucieux, c'était assez sympa d'ailleurs, de faire les commentaires des films. Maintenant on fait le commentaire dans la pub, mais ça c'était à part. Alors ce qu'il pensait du film, alors il faisait comme si c'était quelqu'un d'autre, bien évidemment, c'était lui, et il signait anonymement le fauteuil 47. Le fauteuil 47, c'est celui qui avait la colonne. Voilà. Et puis c'était pas cher le cinéma aussi à l'époque. Donc c'était, même bien que mes parents soient disons, de milieu ouvrier modeste, eh bien on avait quand même les moyens d'aller en famille au cinéma. Non, c'était pas cher, non. Je ne me rappelle pas du prix, mais en fait, c'était pas cher. Ou des fois, j'y allais au moins 2 fois par semaine parce que ça nous intéressait, nous, le cinéma. Celui qui tenait l'entrée pour reprendre les tickets d'entracte, il y avait marqué entracte dessus, des tickets rouges, je me souviens, en carton, là, qui servaient comme les manèges un peu. Et pendant qu'il y en a un qui lui rentrait, il lui faisait voir quelque chose, il y en a 2 autres qui passaient derrière, qui n'avaient pas payé, qui n'avaient pas non plus le ticket de sortie. Donc. C'est ce que je préfère, moi, les films américains. Les Peplones, c'était à l'autre cinéma, au Rio. Au Ciné-Bourse, c'était quand même plus, j'allais dire plus culturel, non. Mais enfin, il y avait une profondeur, oui, politique, disons-le, un petit peu. Mais ça nous permettait d'avoir une initiation à la vraie culture cinématographique. On n'avait pas la télé à ce moment. C'est pour ça que les gens se sortaient beaucoup. Ça nous faisait une sortie, vous voyez. Que depuis qu'il y a eu la télé, eh c'est mortel parce que ça coupait beaucoup de choses qui ne se font plus. Parce que les gens préfèrent regarder la télé que d'aller au cinéma. Eh bien, moi, j'y vais pas souvent parce que je regarde à la télé. Je fais comme les autres. C'est vrai. Worldwide connected. The sights and sounds
En fait, quand on est devant sa télévision, on agit plus comme un consommateur, comme quelqu'un qui prend ce qu'on lui donne, alors que quand on va au cinéma, on fait la démarche d'y aller. Et on participe un petit peu, au fait, c'est un échange, en fait, entre le cinéaste, les acteurs et le spectateur. Titanic ou Pearl Harbor, si on les voit à la télé, ça n'a plus rien à voir, quoi. Enfin, ça s'inscrit vraiment comme des films à voir au cinéma et pas à la télé. Un autre film comme ça qui m'a beaucoup marqué, c'est 7 ans au Tibet aussi, avec des immenses plans sur les paysages qui sont vraiment, plus avec le son, la musique derrière, c'est assez époustouflant, quoi. Quand je vais au cinéma avec des amis, c'est l'idée de passer la soirée ensemble, quoi. On se rejoint avant et ensuite on va au ciné et puis voilà, on continue la soirée après. Il y a des films où il n'y a pas forcément à trop discuter dessus et d'autres, on peut avoir plein d'avis différents. Et donc, ouais, c'est souvent qu'on discute à propos du film qu'on vient de voir. Quand les profs arrivent à Saint-Just et que ils disent ah, j'aimerais bien voir tel film, par exemple les lundis au soleil aussi, on a passé ça avec les profs d'espagnol il y a pas très longtemps. Quand on leur dit vous avez qu'à demander, on va vous le faire venir, ils n'en croient pas leurs oreilles, enfin c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que d'y aller toute seule, je sais pas, on peut se faire une meilleure impression du film et on n'a pas forcément de critique autour de soi. On peut se faire soi-même sa critique et personne ne viendra la changer, ça c'est bien aussi. Quand on sort du cinéma, on est encore un peu dans notre bulle, on a envie d'en parler, puis en même temps on a envie de rester dans son ambiance un peu égoïste. Alors que quand on arrête de regarder un film à la télé, voilà, c'est fini, mais c'est pas, on l'a pas vu d'une traite, c'est frustrant. Mais en fait, je vais un peu tout voir. Il y a peut-être un style de film que je vais jamais voir, c'est les films d'action. Enfin, ça me plaît pas. Les films français, j'aime bien les films français. Toutes les sortes de films. J'ai vu Le Secret des Poignards Volants 2 fois, une fois en version originale et une fois en version française. Et en version française, mais c'est nul, c'est pitoyable. Ça n'a rien à voir, il y a la langue. Je pense que quand on entend la langue, il y a l'âme du pays, en fait. Et quand on enlève justement cette langue, effectivement, ça permet de la comprendre, mais c'est mieux de la comprendre avec un sous-titrage. Ça enlève moins le charme et la personnalité, en fait, de ce que le cinéaste a voulu rendre. Ce que j'aime beaucoup au cinéma aussi, c'est qu'on n'est pas coupé en plein milieu par les publicités. Et je pense que ça vaut la peine de payer pour y aller, au moins pour ça. L'intérêt du cinéma, c'est que ça offre beaucoup de films pour beaucoup de personnes et que tout le monde s'y retrouve, en fait. C'est La Belle et la Bête qui m'a marquée parce que je me rappelle, c'est le moment où la bête arrive, en fait. J'étais toute petite et à chaque fois je sursautais, à chaque fois qu'elle arrivait, c'est le moment où ils sont dans le grand château. Et entre la musique qui m'entourait, l'écran, j'étais morte de peur et à chaque fois ça m'a sursauté. C'est le premier film qui m'a marqué, je crois. Moi, mon premier film que j'ai dû voir, c'est un Walt Disney, c'est La Petite Sirène. Et je me souviens surtout de la musique, puisque il y a un son génial au cinéma. C'était la première fois que j'allais au cinéma aussi, donc il y a le son qui change, les images, et en plus quand on est petit, on rentre dedans dès la première seconde. Il y avait un film, c'est La Vie est belle, et ce film depuis, même toujours, je crois que ça me restera toujours dans la tête. Franchement, ce film, je le trouve merveilleux.